Bonjour Magali Revol. Bonjour. Vous êtes directrice associée chez Euresis et je vous reçois aujourd'hui pour évoquer le décryptage que vous faites des exigences des consommateurs cross-canaux, ce qui n'est bien sûr pas sans conséquence sur l'organisation de la supply chain dans les entreprises. Alors d'abord, quelles sont ces exigences des clients e-commerce? Par quoi se traduisent-elles? Eh bien, le client cross-canal a des points de contact multiples et variés avec l'entreprise, que ce soit au moment du choix, de la commande, de la livraison et après la livraison. Par exemple, le client va commander sur Internet, venir chercher sa commande en magasin et la retourner par la poste. Il utilise vraiment des canaux très différents. Les exigences des clients cross-canaux peuvent être résumées par la règle des 3 W. Alors qu'est-ce que c'est cette règle des 3 W? Par quoi elle se traduit? Eh ben, c'est d'abord whatever, c'est-à-dire la possibilité pour le client de commander des produits très variés parmi un grand nombre de références et de retourner le produit si ça ne convient pas. C'est particulièrement vrai dans les secteurs de l'habillement et de la chaussure. Le deuxième W, c'est wherever. Le client veut pouvoir commander dans son canapé, depuis sa tablette, ou dans le bus, depuis son smartphone. Il veut pouvoir aussi être livré partout, à domicile, chez son voisin, au bureau ou en magasin. Il y a enfin le troisième W, le whenever, car le client exige des délais de livraison toujours plus courts et des livraisons en soirée ou en week-end sur des créneaux horaires très resserrés. Ce qui change aussi, c'est l'accès du client à l'information. Oui, c'est pourquoi je rajouterai un quatrième W pour with information. Dès la commande, le client veut savoir si le produit est en stock et quand est-ce qu'il sera livré. Et ensuite, il veut être en mesure de suivre l'avancement de sa commande. Alors plaçons-nous maintenant du côté des entreprises. Quels sont les impacts sur la chaîne logistique? Eh bien, chaque W vient bousculer le schéma logistique traditionnel, celui où les fournisseurs livrent les entrepôts des distributeurs, qui livrent leurs magasins, où le client vient acheter. Prenons le whatever. D'un point de vue logistique, cela veut dire revoir les conditions de stockage. Il faut stocker directement l'unité de vente consommateur, par exemple le flacon de shampoing, et non plus l'unité logistique, comme le carton ou la palette. Cela veut dire aussi revoir les modes de préparation des commandes pour optimiser les déplacements des préparateurs de commandes, grosso modo éviter qu'ils courent un marathon dans l'entrepôt. D'ailleurs, en fonction des volumes de commandes, il peut être intéressant d'automatiser, de mécaniser les entrepôts. Un autre poste impacté, c'est l'emballage. Il est coûteux à l'achat, à la manipulation et lors du transport s'il n'est pas bien adapté. Alors ça, c'était pour le premier W. Qu'en est-il pour les deux suivants, le wherever et le whenever? Quels impacts, là encore, sur la chaîne logistique? Eh bien, le wherever et le whenever ont, eux, des impacts sur le transport. La livraison en zone urbaine, avec ses différentes contraintes, la réglementation, le trafic, le stationnement. La livraison le soir et le week-end, là où le travail coûte le plus cher. Le whenever et le wherever peuvent aussi avoir un impact sur le maillage du territoire, au sens où on voit apparaître des entrepôts qui se rapprochent des centres-villes. Pour illustrer, c'est le concept d'Istripolis de Géodis, avec des bases dans Paris, par exemple des parkings, pour stocker des commandes qui sont prêtes à être livrées. Et sur le quatrième W, celui que vous rajoutez, le with information, là encore, quel impact? Eh bien là, l'entreprise doit être en mesure de donner le niveau de stock en temps réel. Le stock de l'entrepôt, le stock du magasin, selon le mode de livraison qui a été retenu. Et de donner aussi l'état d'avancement de la commande, même si plusieurs sous-traitants interviennent dans le process. Alors, au vu de ce que vous nous dites, on imagine que la logistique du cross-canal coûte cher. Comment les entreprises s'en sortent-elles? Alors vous avez tout à fait raison et le client n'est pas toujours prêt à payer, notamment pour des produits à faible valeur ajoutée comme l'alimentaire. Pour maîtriser les coûts, les entreprises s'organisent. Certaines transforment leurs magasins en lieu de préparation de commandes et de retrait. C'est le cas de Système U et cela a pour mérite de continuer à faire venir le client en magasin. D'autres vont sous-traiter leur logistique à des professionnels qui gèrent la logistique de plusieurs entreprises. La plupart proposent la livraison en point relais ou en consigne, comme cette initiative de pick-up service à la gare Saint-Lazare. Un autre levier, c'est l'optimisation des tournées de livraison. Mais tout cela passe par des systèmes d'information de plus en plus complexes et très performants.
Oui, un système performant est donc un facteur clé de succès. Oui, par exemple, le système d'information va aider l'entreprise à déterminer quel est le meilleur site de préparation, l'entrepôt ou le magasin, par rapport aux caractéristiques de la commande. Quel est le produit demandé et quel est le lieu et le délai de livraison. Mais ça ne suffit pas. L'entreprise doit être aussi en mesure d'assurer une collaboration plus étroite entre les services, notamment entre le marketing, le service client et la logistique, pour identifier ensemble les éléments différenciants et voir s'ils sont techniquement réalisables et économiquement viables. Alors, je rajouterai un troisième facteur clé de succès qui est la souplesse, l'agilité de l'organisation et la capacité à expérimenter. En conclusion, je dirais que l'e-logistique devient un élément prépondérant dans le service rendu et donc dans la satisfaction du client. Eh bien, Magali Revol, merci de ce décryptage. Merci. Merci.